Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On est très content de vous accueillir comme chaque semaine, d'autant plus que ça y est, c'est le premier match important, on va dire le premier match pour lequel on ressent une excitation, pour lequel le stade sera plein. Ça, c'est aussi une première depuis de nombreuses années. C'est bien sûr le derby de la Méditerranée face à l'Olympique de Marseille ce dimanche à 21h. Pour en parler avec moi, l'homme qui a son cœur partagé entre les deux clubs, parce que c'est quand même le Brissico qui nous attend ce Oui. dimanche. Salut Brice, comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Très très bien. On m'a Fin de encore fait vacances, remarquer mais cette semaine que tu avais lâché un nous en parlant de l'OGC Nice. Hein, donc bon, maintenant... effectivement. Là, il va falloir s'y faire, les amis. Ouais, bah écoute, nous tant mieux. Au moins, c'est bien, c'est que quel que soit le résultat dimanche, tu ne seras pas triste. Tu es une des rares personnes dans le monde qui pourra Alors, dire ça. selon le résultat, oui. Par contre, si le match, c'est un match un peu comme Nice-Reims, je t'avoue que je vais me faire chier quand même. Oui, tous les amoureux de foot seront tristes à ce moment-là, effectivement. Ouais, voilà, tu vois. Voilà. Non, là, on veut du foot, quoi. D'accord. Et si jamais il y a une victoire de Nice avec un doublé de Dolberg, comment te sentiras-tu? Eh ben, c'était la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Écoute, on verra ça mardi, puisque ça va arriver, donc nous le savons tous et tout. Voilà. Non. Écoute, avant de Stop la parler de... flammade. Il y a un seul Marseille dans l'émission, c'est moi. Il n'y a que moi qui ai le droit de m'enflammer. Écoute, il y en aura un On est deuxième. champion olympique là-dessus. Voilà. Voilà. Il y Oui, en aura un deuxième. Après, on aura Faisal à la commanderie qui nous rejoindra. C'est pas meilleur, je te le dis, putain. Qui nous rejoindra pour parler du début de saison de l'OM qui a été compliqué, on va dire. Niveau points, c'est comme le GC Nice, hein, c'est 4 points, mais dans le contenu, c'est un peu plus compliqué avec des fragilités défensives notamment, dont Dolberg va certainement profiter. Mais bref, avant de parler de ce match-là, on va faire notre petite page mercato, du coup, parce que jusqu'au 31 août, encore 11 jours à l'heure où on enregistre, on est susceptible d'avoir des arrivées, des départs et faire plein de mouvements. Vous avez suivi les différentes rumeurs sur les réseaux sociaux, j'imagine, durant toute la semaine. Eh bien, nous allons en parler. Et pour commencer, Brice, je te propose une rumeur qui n'en est pas une, puisque c'est une officialisation, celle d'un départ, celui de Pedro Brazao, qui a signé avec le FC Famalicão pour 5 saisons. Famalicão qu'on connaît à Nice, notamment pour y avoir prêté Racine Colli il y a quelques saisons, voilà, et puis pour s'être intéressé à un ou deux joueurs, mais bon bref, ça ne s'était pas fait. Pedro Brazao, donc portugais, qui rejoint le championnat de son pays d'origine. C'est dommage pour un jeune joueur, 18 ans, qui était annoncé comme un gros crack de l'OGC Nice, mais qui n'a pas su profiter de son prêt au Lausanne Sport la saison dernière. Donc logiquement, si l'étape intermédiaire n'a pas fonctionné, c'était le départ qui était annoncé. C'est ça, et c'est bien pour lui parce que il retourne au Portugal dans un championnat. Une petite sortie, Famalicão, tu vois, dans un club solide de première division en plus. Exactement, tu vois. C'est pas comme BK qui part à Moscou, on y viendra après. Mais c'est dommage pour Nice parce que je me souviens d'une déclaration de Fournier il y a pas très longtemps d'ailleurs, où il disait comme quoi il fallait que l'OGC Nice soit comme Lyon, c'est-à-dire qu'il puisse bien former, pour avoir des jeunes qui aillent dans l'équipe pro, etc. Mais contrairement à ça, tu donnes pas de temps à ces gens-là, à ces joueurs-là. Tu les prêtes dans des championnats plus que mineurs où il n'y a pas forcément un gros niveau. Donc quand ils reviennent, les mecs. Après, c'est un championnat où il n'y a pas un gros niveau, mais il ne s'est pas imposé. Tu as un jeune comme Guessant qui partait peut-être de plus loin dans la hiérarchie. Bon, c'est pas exactement le même poste, mais sur lequel le club nourrissait moins d'espoir et qui a peut-être moins de talent intrinsèque, mais qui a réussi vraiment à maximiser son temps de jeu et ses stats au Lausanne Sport. Et quand il revient, il a un vrai rôle à jouer dans la rotation de l'effectif. Contrairement à Brazao, qu'on a essayé de voir sur des bouts de match à Nice, ça n'a pas marché. Tu as essayé de le prêter à l'échelon inférieur, ça n'a pas marché. 2 matchs, je crois, à Nice, de mémoire. Très peu, mais en même temps, peut-être parce qu'il n'a pas mérité d'en faire plus. Je sais pas. Mais on n'a pas notre top Cédric du groupe pro pour nous dire comment ça se passe à l'entraînement. Mais ça, voilà. Ouais. Mais peut-être que pour un joueur comme ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu le fameux club portugais que Ineos est censé acheter. Peut-être qu'il aurait eu une troisième chance en étant prêté dans un championnat qui peut-être lui sied mieux et d'un niveau un peu plus qu'intermédiaire. Mais bon, voilà. Exactement. Donc, Famalicão, c'est très bien pour lui. Voilà. On lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. C'est un rebond assez avantageux pour lui. Donc, on suivra pour voir si l'OGC Nice a des raisons de se mordre les doigts plus tard. Comme tu dis, il est jeune, quoi. Famalicão, ça va, c'est pas non plus
un club perdu, etc. Donc tu es jeune, tu peux encore faire tes preuves dans un championnat portugais où tu as quand même de très belles équipes et grosses équipes qui recrutent pas mal. Donc le Sporting, le Benfica et Porto. Donc voilà, il y a de l'espoir pour lui encore, ça va. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, Pas franchement, mal c'est d'espoir. c'est même une porte de sortie, par rapport à son temps de jeu à Nice et à Lausanne, assez, je veux dire Honorable. assez honorable. Voilà, j'allais dire inespéré, mais bon, soyons raisonnables avec, honorable. Oui. Tu en parlais d'Alexis Beka qui Ouais. normalement, après avoir donné pendant de longues semaines sa priorité à l'OGC Nice, ben, ça va se faire avec le Lokomotiv Moscou. Alors, diverses raisons à cela. D'abord, l'offre du club russe, au Stade Malherbe de Caen était supérieure à l'offre de l'OGC Nice. On parle de 7 millions d'euros proposés par le club moscovite et un contrat Mhm. de 5 ans pour le joueur. Nice, on était un peu en dessous de ce montant. Et surtout, il y a notre cher Ralf Rangnick, qu'on a longtemps espéré comme directeur sportif à l'OGC Nice, qui est celui du Lokomotiv Moscou et qui a fait l'aller-retour en avion pour convaincre le joueur. Je pense que voilà, tout était ficelé avec le joueur et avec Caen, les négociations voilà, progressaient, je pense, mais il y a eu surenchère de dernière minute. À mon avis, on s'était quand même fait vraiment souffler dans le Fournier Time, quoi. Voilà, c'est Ça doit être ça, à mon avis. Ou alors que finalement, Fournier lâche la piste d'un milieu parce qu'il n'y en a pas besoin et parce qu'il n'y aura peut-être pas de départ aussi, finalement. Donc, pas vrai que besoin de Thuram n'est reprendre tout le milieu. toujours pas parti, même si on Voilà. pressent malgré tout un départ pour lui dans les prochaines semaines, mais ce n'est toujours pas fait. Il reste plus que 11 Peut-être jours, qu'il a donc des garanties, hein. voilà, peut-être. Peut-être que voilà, ils ont des garanties. Ils se disent, bon, ben, on abandonne cette piste et on regarde plus côté attaque ou autre. Mais je pense que ouais, c'est plus des abandons de pistes en disant, écoute, il n'y a personne qui va partir. C'est bon, lâche l'affaire sur BKBK. Ils sont arrivés avec une offre plus forte. Quand on connaît les problèmes financiers des clubs français, quand on était un peu con de dire non, tu vois, donc tant mieux. Non, 7 millions, c'est une belle vente pour le Stade Ah bah Malherbe. oui. Nous, pas forcément besoin d'un milieu dans l'immédiat, comme tu dis. On a aussi Ouais. abandonné d'autres pistes. Enfin, Nzonzi qui a l'air finalement de s'éloigner, en tout cas de ne pas se Dieu concrétiser. merci. Pardon. Donc voilà, ça ne sera pas Alexis Beka, milieu défensif de 20 ans, notre prochain joueur. Bon, à voir pour la suite si une autre arrivée intervient au milieu de terrain. Un autre joueur qui ne viendra probablement pas, puisque voilà, bon, c'est la thématique de ce mercato, on n'a pas grand monde à vous annoncer à part des joueurs qui ne viendront pas. On sait que l'OGC Nice surveille le latéral droit de Parme, Maxime Buzy, latéral droit belge, Ouais. qui pourrait être prêté à l'OGC Nice. Parme ne veut pas inclure d'option d'achat. On sait que Lyon est également intéressé et connaissant Nice, l'option d'achat me semble nécessaire à tout mouvement. Ce sera en cas de départ de Youssef Attal. On serait surpris, même si dans le money time du mercato, tout peut arriver. Mais on serait quand même surpris que Youssef Attal parte. Il n'y a pas l'air d'avoir non plus énormément d'offres. Son début de saison, même si pour l'instant il n'est pas blessé, ne laisse pas forcément présager. Enfin, c'est un bon début de saison, Ouais. mais on a du mal à voir qu'est-ce qu'il pourrait faire là en 10 jours qui déciderait finalement qu'un gros club lâche un billet suffisant pour convaincre Nice de le Bah, laisser partir. exactement. Exactement. Non, non, mais Attal fait partie sur 2 matchs, attention, donc pas d'enflammade. On n'est pas comme Bada, hein, voilà. Il est pas là, je le taille. Les Bon, écoute. absents toujours forts dans cette émission. Exactement, exactement. Non, non, mais 2 matchs, 2 matchs vraiment propres. Même le match qu'il avait fait contre Milan, Mhm. très propre aussi. Il fait peut-être partie des meilleurs recrues, on va dire. C'est-à-dire qu'on a retrouvé sur quelques matchs le Attal qu'on En a espérant que toujours ça voulu dure, hein, voir, parce que en malheureusement, espérant on que a ça eu dure. beaucoup de ça y est, c'est la bonne pour Attal avant une blessure aux ischio. Donc bon. Ouais, ça, ouais. Mais lui-même a dit comme quoi, apparemment, il, euh, il se met dans une vie un peu plus saine, etc. C'est ce qu'il a déclaré il y a pas longtemps. Donc, espérons que ouais, ça dure et que ça soit pas. Tu sais, c'est un peu comme en début d'année, tu vois, tu te fais plein de De résolutions et bonnes puis bon, résolutions, ouais. ouais, le 4 janvier, c'est fini, quoi. Tu pètes la boîte de Kinder Bueno, tu fais n'importe quoi, tu ressors, tu vois. Bon, on Bon, souhaite que Youssef soit un peu plus mesuré, un peu plus professionnel dans sa vie hors terrain, parce qu'on exactement. aura besoin d'un joueur comme lui à son prime pour espérer accrocher une place en Coupe d'Europe et pourquoi pas mieux même, du coup, si toutes les étoiles s'alignent. Mais voilà, tout ça pour dire, le nom de Maxime Buzy a été évoqué, on serait quand même surpris qu'il y ait un départ. Après, s'il claque un triplé face à l'OM, peut-être que Chelsea
va lâcher 20 millions, on sait pas très bien. Mais ce serait quand même, ce serait quand même assez surprenant. Maintenant, je te propose de parler de deux joueurs dont on a un peu plus parlé. Un qui ne devrait toujours pas venir, même si à force de répéter toutes les semaines qu'il ne viendra pas, moi, ça commence un peu à me mettre la puce à l'oreille. Je parle bien entendu du roi Burak, de Burak Yılmaz, l'attaquant turc du LOSC. Ouais. Son agent se serait rendu à Nice dans la semaine, selon l'équipe. Bon, a priori, on fait peut-être pas forcément de tourisme d'agent, même si Mino Raiola a amené ses minés au centre de formation pour qu'il signe finalement à Monaco. Bon, donc on ne sait jamais. Peut-être que du coup, les négociations avec le LOSC pour une prolongation se font directement au centre d'entraînement de l'OGC Nice. Moi, je suis prêt à tout croire maintenant. Mais voilà, Gourvenec et Létang ont encore confirmé en conférence de presse qu'ils ne se projetaient absolument pas sur un départ de Burak Yılmaz et sur une saison sans lui. Le joueur a reçu et apprécié la belle offre de Nice qui a été évoquée par son papa dans la presse turque. Mais on n'a pas non plus l'impression que pour l'instant ça bouge. Après, on sait que Lille a besoin d'argent et d'économies sur gros salaires. Renato Sanchez, qui est blessé et vient de se faire opérer, ne pourra pas être cette grosse vente. Exactement, j'allais le dire. Est-ce que, si jamais ça ne bouge pas par ailleurs sur d'autres dossiers plus lucratifs, le LOSC ne sera pas, entre guillemets, obligé d'indiquer la sortie à Burak Yılmaz en lui disant « Écoute, nous, ça nous arrange si ton gros salaire s'en va. » Et Nice serait en capacité de le payer. Et en plus, Nice n'a... Bien sûr que les entraîneurs le répètent tout le temps, plus le groupe est prêt rapidement, mieux c'est pour eux. Maintenant, tu as déjà Gouiri et Dolberg à ce poste-là. On n'est pas à 10 jours près. Ça, c'est un transfert qu'on peut conclure le 31 août. Oui, parce que c'est pour une doublure, tu vois, de Dolberg ou de Gouiri. Il connaît très bien Galtier, donc il connaît un peu le système de jeu, la mentalité de Galtier, etc. C'est la trêve internationale en plus après, donc tu as quand même 2 semaines d'entraînement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, il n'a pas fait la pré-saison, mais bon, il peut faire avec la trêve internationale se rattraper là-dessus. C'est pas un joueur qui va jouer là tout de suite en tant que titulaire, etc. Donc ouais, c'est un transfert que tu peux faire dans les derniers instants. De toute manière, là, on est le 20 août. Déjà pour moi, à partir du 15 août, tout ce qui se passe, c'est que du poker menteur. Voilà. Donc tu sais jamais vraiment comment ça peut partir. Ça peut être des négos hyper longs pour gratter quelques clauses, des trucs comme ça. Donc puis c'est un jeu de domino, hein. Du coup, tous les clubs qui vont commencer, les clubs du haut du panier qui vont commencer à devoir s'agiter, ça va faire tourner de l'argent dans l'économie du mercato et du coup. Exactement. Parce que quand tu regardes dans le foot européen, les gros clubs, il n'y a pas eu de gros transferts. Oui, il y a eu Lukaku, certes, et Grealish, mais il n'y a pas eu une espèce d'effet domino monstrueux parce que tu as 2-3 clubs qui ont commencé à... Non, parce que la plupart des clubs peuvent vendre au final pour équilibrer leurs comptes. Tu vois, les ventes ne leur permettent pas forcément en fait de réinvestir derrière, en tout cas pas la totalité. Et puis je pense aussi que même les clubs qui seraient vendeurs, et on va en parler avec notre prochaine information, de prochain dossier mercato. Après, si tu vends une pièce maîtresse de ton effectif et que tout ou partie de l'argent récolté dans le transfert te permet d'éponger tes dettes, t'as pas de joueurs. Enfin, tu as peut-être intérêt à garder ceux que tu as à la maison, quitte à prolonger des joueurs dont tu avais prévu de te débarrasser. Mais vu que tu n'auras pas l'argent pour investir sur d'autres, tu fais avec ce que tu as sous la main, quoi. Exactement, totalement. Donc, sauf pour des clubs comme Nice ou d'autres, ou comme Rennes, qui ont un actionnaire qui permet de faire un peu d'avance de trésorerie aussi, et puis qui permet de bouger un peu plus rapidement. On va parler de notre dernier dossier mercato, qui est, je pense, celui qui va agiter ces 10 derniers jours du côté de l'OGC Nice. Donc, si ce n'est pas Burak Yılmaz, ce pourrait être Andy Delors, l'attaquant international algérien du Montpellier Hérault Sporting Club. Le gym continuerait d'avancer sur le dossier. Selon RMC, ce serait même la priorité de Christophe Galtier, sachant que Andy Delors, parmi ses représentants, y figure le gendre de Christophe Galtier. Donc en plus de ça, il y a un canal direct de communication qui est possible. Une offre pourrait être rapidement envoyée au MHSC. Brice, qu'est-ce que tu penserais d'une arrivée d'Andy Delors à l'OGC Nice ? J'en ai strictement aucune idée parce que je me dis tu le places. Merci pour ta participation à l'émission. Mais je t'en prie, ça fait plaisir de donner mon avis comme ça. Non, plus sérieusement, en fait, c'est que dans quel but il vient réellement, puisque c'est un titulaire à Montpellier, il est quand même international.
tu peux pas. S'il vient à Nice, il y a quand même une hiérarchie qui est établie, c'est-à-dire Dolberg-Guiri. Je le vois pas venir à Nice pour être remplaçant. Je sais pas trop en fait. Je sais que Montpellier est vendeur parce qu'ils ont besoin d'avoir des liquidités, etc. Comme tout club d'ailleurs en France. Ouais, mais enfin Mais après, t'as besoin de liquidité, mais tu remplaces pas un Andy Delors comme ça quand tu es Montpellier. ouais, mais Est-ce que c'est pas aussi te est-ce qu'ils mettre en veulent le péril remplacer? est-ce que c'est pas C'est aussi ça le truc. mettre en péril ta saison sportivement? Bon, je veux bien que, Ah bah oui. tu devrais tout de même te maintenir et si un club t'offre 15 millions, ben, même si tu finis 5 places plus bas, c'est une opération comptable qui est rentable. Mais enfin, c'est vraiment te mettre en difficulté pour la saison à venir et enfin, Mais je vais pas totalement. dire renoncer à toute ambition, mais en fait pas loin, quoi. Bah, déjà Montpellier, est-ce qu'ils ont un peu d'ambition? C'est ça le truc, tu vois. Quand tu vois leur saison Voilà. dernière, ils finissent pas non plus loin des places européennes. Tu pourrais te dire, Ouais, on pourrait jouer le top 8, quoi. Bon, après, c'est sûr, c'est pas une ambition ouais, phénoménale, c'est ça. mais Pas une c'est ambition autre chose que phénoménale. jouer le maintien ou la 14e place. Évidemment. Bon, il y a d'autres clubs pour ça, t'inquiète pas, notamment Nantes. Je souhaite qu'il coule, mais bref. Franchement, des deux côtés, j'arrive pas à voir l'intérêt en fait. Mm. Parce que oui, tu prends de l'argent, mais comme tu dis, au niveau du sportif, tu coules. Et même du côté du joueur, hein, comme tu dis, on a du mal à voir l'intérêt pour Andy Delors d'aller à l'OGC Nice. Bon, bien Où il sûr, c'est sera en évoluer position remplaçant. dans un meilleur club, mais avec quel temps de jeu, Ouais, mais bon, comme tu dis. c'est ça. Enfin, c'est surtout que tu n'as pas de Coupe d'Europe. C'est-à-dire que tu as une Coupe d'Europe, tu as besoin d'avoir 3, 4 bons joueurs d'attaque parce qu'il y a l'enchaînement des matchs, parce que pour un peu que tu tombes sur une poule européenne un peu compliquée, il va falloir que tu fasses reposer quelques joueurs, etc. Donc, Ouais, ou que Dolberg chope la varicelle, parce que c'est à peu près le dernier truc qui lui est pas arrivé la saison dernière, donc tu as besoin d'un putain, autre attaquant. ça aussi. Bah, bref, je vais rien dire sur Dolberg Non, là-dessus. t'attends mardi. C'est ça, j'attendrai mardi. Moi, ce que je voudrais aussi poser comme question, c'est est-ce que c'est vraiment le profil d'attaquant que tu recherches pour mettre derrière Gouiri et Dolberg? Alors, sans remettre en cause les qualités du joueur, hein, parce que bon, j'ai toujours de même difficulté à communiquer sur les réseaux sociaux. Hein, j'ai pas dit que Delors était nul. Il sort de 3 saisons où il est à sa quinzaine de buts. Donc c'est un joueur, je dirais, même plus que régulier en Ligue 1. C'est un excellent Carrément, joueur de Ligue 1. Il n'y a pas beaucoup bien d'attaquants sûr. qui claquent hors PSG qui sont sur une série comme ça. Et même pas Mm. Dolberg. D'accord, ok. Euh, Mais par contre, pour de vrai, moi, il me semble que le profil dont tu as besoin aujourd'hui en attaque, c'est un profil expérimenté qui va pousser au cul tes deux stars de devant, Gouiri, Dolberg, et qui va être capable de rentrer dans le money time, t'apporter un souffle de motivation supplémentaire, encadrer tes jeunes pousses et être un patron dans le vestiaire, ce que pourrait être Burak Yilmaz par Ouais, exemple. ouais. Dans un registre un peu différent, parce que j'ai du mal à le voir adopter le rôle de grand frère, mais voilà, tu as un Loïc Rémy qui rentrerait dans la dernière demi-heure, préparer son expérience, apporterait quand même à Gouiri le côté de moi aussi, je viens L'expérience du de centre de match, quoi. formation de Lyon, je suis international, les grands clubs, tout ça. Un Romain Amouma qui était un peu un couteau suisse, qui aurait pu jouer un peu partout devant et qui t'aurait pas réclamé de temps de jeu non plus, mais qui aurait fait le taf face à 10 équipes de Ligue 1 sur 20 minimum. Moi, je trouve que Andy Delors, c'est un profil extrêmement différent de de tous ces joueurs qu'on avait évoqués pour être le troisième homme sur la ligne d'attaque. Ouais, Et mais que j'ai pas l'impression, après, je j'ai pas bouffé avec lui, je le connais pas personnellement, mais j'ai pas l'impression que ce soit ni le caractère, ni, comme tu disais, l'intérêt du joueur de venir prendre ce rôle-là. Donc, on l'intérêt sait du joueur, ça c'est qu'il sûr. faut de la concurrence et que le but, c'est pas d'avoir un mec qui accepte d'être remplaçant. Mais là, c'est quand même un joueur qui risque de ne pas accepter, de ne pas être titulaire. C'est encore différent. Et ça, ouais, ça c'est encore différent et je vois pas l'intérêt du joueur. Tu joues une Coupe d'Europe, encore une fois, je t'aurais dit, ouais, il y a peut-être ce côté-là où c'est une opportunité pour le joueur de jouer une Coupe d'Europe à son âge. Je crois qu'il a la trentaine, 29 ans, effectivement. 29 ans, voilà. Il est international, etc. Ok. Mais là, t'en as pas, donc c'est vrai que l'intérêt du joueur, j'arrive pas à comprendre. Après, c'est Je comprends l'espoir pas. d'en jouer une la saison prochaine, parce que c'est quand même l'objectif de l'OGC Nice. Oui, Je comprends, mais
Voilà, moi ça me semble être une grosse somme. Après, si tu le récupères C'est ça. pour 5 millions plus Misiane, c'est plus la même que les 15 millions Oui, voilà, annoncés c'est par le pareil. président Nicolas. Mais Mais reste quand même ce problème-là de gérer, parce qu'Andy Delors, alors tu te posais des questions, Andy Delors, c'est quand même quelqu'un qui est un battant, mm, c'est quand même quelqu'un qui connaît le haut niveau parce qu'il marque beaucoup de buts dans un club qui est plutôt moyen, on va dire, moyen c'est-à-dire bon, oui. voilà, qui est dans le milieu de tableau, il arrive quand même à te planter, ça a plus de dizaines de buts et tout. Donc c'est quelqu'un qui a ce niveau-là, et puis c'est quelqu'un qui se laisse pas faire. Et c'est peut-être ça aussi que cherche Galtier, c'est-à-dire dans l'expérience. Je pense Il que est niveau international caractère, aussi. je comprends que Galtier, ça fasse partie de ses priorités et il vaut mieux un joueur comme Andy Delors qu'un joueur qui a 0 caractère et qui, dès qu'il va y avoir une Bien sûr. difficulté, va sombrer avec le reste de l'équipe ou faire sombrer même le reste de l'équipe. Maintenant, voilà, encore une fois, est-ce que tu peux dire que Delors va t'apporter l'expérience? Ça, c'est un joueur certes confirmé de Ligue 1, mais est-ce que c'est le profil expérimenté, de Papa que tu cherchais en début de mercato? Je suis vraiment pas Non, mais convaincu de ça. de grands frères qui te foutent des coups de pied au cul, ça j'en suis persuadé. Ouais, Du grand frère qui à un moment donné te met une claque dans la nuque, enfin à l'arrière de la tête parce que tu fais un mauvais match et que lui ça lui casse les couilles, ça j'en suis persuadé, ça je signe de suite. J'en suis sûr et certain. Mmh. Tu le vois même face à Montpellier. Enfin, là, il y a eu le match Montpellier-Marseille, etc., que j'ai regardé. Tu le vois que ça lui cassait les couilles de se faire remonter comme ça. Que tu vois, c'est lui qui venait, qui mettait de l'intensité, qui rentrait avec les épaules même s'il fallait. Donc voilà, la partie un peu grand frère qui te met une claque dans la gueule, ça oui. Maintenant, le côté un Après peu pour la papa cohésion de qui groupe, est-ce que tu as le même avis? Est-ce que tu penses que c'est un élément qui permettrait que le groupe vive bien? Pour reprendre une laisser le expression groupe vivre. chère, voilà, sur le bien. Non, ben, ça, je pourrais pas te dire. Personne peut répondre à ça, je Non, pense, mis à part les joueurs qui sont ou alors Bada, parce que c'est l'adjoint oui, de bien Galtier. sûr. Qui a dû Mais, bouffer avec mais le beau-fils du coup déjà et commencer les négociations oui, donc d'ailleurs, parce que oui, apparemment, c'est le beau-fils de Galtier mmh. qui Fait gère partie des représentants des intérêts voilà, d'Andy Delors. d'Andy Delors. Donc il y a peut-être aussi des ponts plus faciles pour ça. Même si, encore une fois, je reste un peu sans voix sur l'intérêt du joueur. Mais en tout cas, sur le côté mentalité, tout ça et tout, je pense que dans n'importe quel club, si tu veux gagner, il te faut des gueulards, il te faut des mecs qui sont jamais contents. Parce que soit ils jouent pas, parce que le match est pas bon. Je vais reprendre vite fait un truc. Alors c'était pour l'Olympique de Marseille parce qu'on me l'a raconté et même c'était Mamadou Niang qui l'avait raconté. Alors je sais plus où c'était. Où en fait des fois tu avais des joueurs qui avaient peur de rentrer en 2010, qui avaient peur de rentrer dans le vestiaire alors qu'ils pourtant ils gagnaient et tout, mais parce qu'en fait tu avais Enze qui était là, qui les attendait et qui les défonçait en fait. Qui les défonçait. Donc tu as toujours ce côté-là où il fallait te donner encore plus parce que tu n'avais pas envie d'aller au clash avec ces mecs-là et tout. Et ça t'apportait un plus. Donc après, il faut voir comment le groupe, lui, réagit face à des joueurs qui mettent un peu de caractère Mais et justement, est-ce que tu ne penses qui pas ne que savent pas faire. ce profil-là, ça serait plutôt un joueur de l'âge d'Heinze à l'époque, donc un plus que trentenaire et avec un autre parcours au niveau international et européen? Le seul Parce problème, qu'il faut quand voilà, même le une seul. certaine légitimité. Je veux dire, Andy Delors, c'est un très bon joueur. Il a remporté la CAN, donc il a quand même aussi des titres au niveau international. Mais en fait, est-ce que Européen, voilà, le voilà, parcours européen est mais parcours vraiment. européen, il y a rien. Est-ce que si Ouais, demain tu as, j'en sais rien, Gouiri qui se fait, choper la tête par Delors, Gouiri, est-ce qu'il va pas avoir envie de lui répondre: «Lol, tu qui, quoi?» Tu vois? Enfin, «Tu gentil, mais moi j'ai mis autant de buts que toi la saison dernière, donc qu'est-ce que tu m'embrouilles?» Mais bon, voilà. Ça après on n'a pas la réponse. C'est juste qu'on on on pas la émet réponse, mais ces t'as. on émet ces Voilà, c'est ça. interrogations, pour se dire c'était pas forcément le choix le plus logique. Après, d'un point de vue, purement pragmatique, ça serait débaucher un excellent attaquant de Ligue 1 pour jouer, le rôle de celui qui va pousser les 2 premiers au cul et tout. Enfin, je veux dire, au poste de numéro 9, Delors, Guiri, Dolberg, ça Ah pèse, bah tu enfin, signes. virtuellement, ça pèse 45 buts dans la saison. Tu te dis: «Mais tu auras jamais eu, autant abondance de talent et de buts potentiels à l'attaque de l'OGC Nice, depuis, peut-être 20, 30, 40 ans». Bien sûr, ça c'est sûr et certain. Après, il faut que les trois s'entendent. Enfin, Bien sûr. il y a aussi tous ces trucs-là, tu vois. Mais encore une fois, moi, ma question, réellement, c'est l'intérêt du joueur là-dedans.
Parce que oui, s'il veut jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, très bien, ben, fais ta bonne saison avec Montpellier, essaye d'en les planter les 12-13 buts comme tu plantes, essaie de montrer que tu es le grand frère de l'équipe et tout. Et j'en suis sûr et certain qu'il lui aussi trouvera, en étant titulaire, trouvera peut-être un club qui va jouer soit l'Europa League, non, je sais plus si ça s'appelle l'Europa League Conférence, mais exactement. l'Europa. Ou Ouais, l'Europa voilà, League tout donc là, court, voilà. ou Après, ça l'Europa League tout court, ou peut-être même la Ligue des Champions dans les tours préliminaires. Pourquoi Mhm. pas? Tu vois, t'as des clubs étrangers qui jouent les tours préliminaires, etc. Voilà. Parce que tu parles de Donc clubs voilà. étrangers, il y aurait le Rubin Kazan qui serait intéressé également par Andy Delors, mais aussi l'Olympique de Marseille, hein, c'est ce que dit l'équipe dans son papier d'aujourd'hui, même si a priori Pablo Longoria, pour finir le mercato, à part des prêts avec option d'achat, il a plutôt de Ouais. moula. Donc ce serait étonnant que Montpellier accepte pour un joueur bankable comme ça une formule de prêt avec Bien sûr. option d'achat. Il y a besoin de caillasse tout de suite, et du coup je Ah pense bah, que si l'OGC totalement. Nice veut vraiment Andy Delors, suffit de mettre la caillasse. Mais bon, juste Oui. pour terminer, un juste prix pour toi pour Andy Delors, ce serait quoi? Parce qu'il est valorisé à 15 millions par son club. Alors pas tellement le juste prix sur le marché, le juste prix que l'OGC Nice devrait payer, compte tenu des responsabilités qu'il Ah, aura après moins au de sein 10 du millions. vestiaire. Ok, moins de 10 Moins de millions. 10. Ouais, Je pense que moins de 10 millions, ça peut le faire. Pourquoi pas mettre un prêt, le prêt d'un joueur avec pour essayer de combler les 5 millions comment dire, Ouais, le merde, delta, du coup, effectivement. ouais, Bah, le delta si que ça Montpellier veut, voilà. discute pour 2 millions, tu leur prêtes Miziane avec option d'achat, ou voilà, tu fais. Voilà, tu vois, un truc comme ça complète aussi côté attaque, etc. Donc, mais je pense que moins de 10, il faut pas. Tu joues pas la Coupe d'Europe. Alors certes, tu t'appelles Ineos, mais tu joues pas la Coupe d'Europe. Tu es là pour jouer quand même dans les premiers rôles, on va dire, du championnat. Du moins, c'est le but. Euh, c'est un troisième joueur, On enfin un t'a pas mis troisième 15 attaquant. millions sur un joueur cet été, y compris sur des postes où tu as vraiment investi de gros espoirs sportifs. Je pense notamment à Calvin Stengs. Donc Exact. c'est peut-être pas pour mettre 15 millions sur un mec qui partira pas nécessairement Voilà. titulaire. Voilà. Moins de 10 parce que c'est un international, parce que c'est un joueur qui est quand même aguerri en Ligue 1 et qui, voilà, chaque année plante ça, plus de dizaines de buts par saison. Donc, bah, ça se paye. Voilà. Tu arrives dans le Money Time aussi. Donc, les mecs, ils veulent toujours grappiller quelques millions et sous. C'est normal, c'est la règle du jeu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ouais, moins de 10, franchement, ou même 10 piles peut-être, mais en tout cas, pas plus, quoi. Pas plus. Surtout qu'il y a eu le Covid entre-temps, parce que ça, c'est typiquement le genre de joueur dans le monde d'avant qui serait parti à Lyon, Marseille, Newcastle pour un billet. Enfin, il y aurait eu le billet de 15 millions qui aurait été déposé de suite, et on n'en Bien sûr. parlait pas dans cette émission, on parlait pas de négociation. Je te propose du Carrément. coup de passer au match de dimanche. C'est comme ça la grosse actualité, l'enjeu. Et oui, mais bon, on sait que ton cœur balance entre les deux équipes, mais il va falloir survivre à cette rencontre qu'on espère animer, vu le début de saison des deux équipes. On aurait du mal Ouais. à croire qu'il n'y ait pas des buts et beaucoup de buts. On accueille Faisal pour cette deuxième partie de l'émission. Salut Faisal, comment ça va? Salut les gars, vous allez bien? Très bien et vous? Bah ça va, ça va. Hâte d'être au match de dimanche. On sait que toi aussi, hein, on s'est un peu chauffé déjà en DM sur cette rencontre. On sait que ça risque d'être un ascendant psychologique déjà pour la suite de la saison. Mais avant de parler du match, est-ce que tu nous parlerais pas un peu de toi et de tes activités au sein du groupe Sports Contents? Parce que bah, tu fais partie de la famille quand même. Exactement, eh ben, écoute, je suis dans la team de À la Commanderie. Voilà, hein, le podcast spécialisé sur l'Olympique de Marseille. Donc là, voilà, hein, invité par nos amis niçois pour lancer un peu ce derby du Sud-Est. Hein. Mhm. Comme on a Et dit, il donc, vaut mieux s'inviter avant que après, parce qu'on ne sait pas eh, trop si on voudra se parler dans les prochaines semaines en fonction du résultat. totalement d'accord. Totalement d'accord. Après une défaite, je t'aurais dit non. Ouais. Et ouais, non, c'est vrai qu'on s'est un peu chauffé sur en privé, mais c'est vrai que ça va être un match très, très, très important. Peut-être un tournant du début de saison hein, pour les deux équipes, je pense d'ailleurs. Donc, ouais, c'est vraiment un match qu'il va pas du tout falloir prendre à la légère de notre côté, du vôtre non plus d'ailleurs. Mhm. Ouais, non, on s'attend vraiment à des étincelles là. Nice, on le sait là, vous êtes sur une très 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 grosse prestation contre le champion de France en titre d'ailleurs. Hein. Mhm. Faut pas l'oublier. Nous, c'est sur une un peu moins bonne, on va dire, dynamique avec ce match nul contre Bordeaux qui était quand même relativement inquiétant pour nous.
Donc on va voir, ouais, on va voir. Ça s'annonce quand même un très très gros match, très beau match, très tactique aussi, je pense. Mhm. Donc voilà, hein. Est-ce que justement tu Ouais. parlais des premiers résultats, et donc il y a cette victoire à Montpellier et ce match nul face à Bordeaux pour l'Olympique de Marseille. Un Olympique de Marseille aux deux visages, parce que si le résultat face à Montpellier est forcément beaucoup plus valorisant que ce match nul face à Bordeaux, le scénario des deux matchs au final est assez similaire, parce que tu as un gros temps fort sur lequel vous capitalisez pour marquer 2 ou 3 buts, mais tu as aussi ce moment de vide où tu as l'impression que n'importe quelle équipe peut vous passer 2 buts, parce que la lumière s'éteint pendant 10 minutes, une demi-heure. Donc face à Montpellier, heureusement, c'est vous sur la fin qui êtes revenu, et ça a suffi à inverser la balance. Mais match face à Bordeaux, j'ai regardé la deuxième mi-temps, et justement le moment où la lumière s'éteint au retour des vestiaires, en fait, tu as l'impression que tu peux largement dominer ton sujet pendant 45 minutes, mais derrière, tu as un tel trou d'air que c'est pas suffisant pour amener la victoire. Ah ouais, là, de toute façon, on le sait, hein, on va avoir une équipe ultra déséquilibrée. Après, c'est quand même à l'honneur aussi du coach, c'est de vouloir tout le temps lui être déséquilibrant, si je peux me permettre l'expression. Mais ouais, voilà, comme tu dis, on peut avoir des trous d'air. On laisse beaucoup d'espace dans le dos puisqu'on a des latéraux qui jouent quand même relativement haut. Et d'ailleurs, ce sont même pas des latéraux. Ouais, c'est ce que j'allais Puisqu'on te dire, c'est pas des latéraux, hein. Voilà, c'est même pas des latéraux de métier, puisqu'on parle de Camara et de Gay sur les deux derniers matchs. Donc, bon, c'est pas les joueurs les plus rapides, c'est pas non plus leur rôle de prédilection. Donc, ouais, c'est vrai que à ce niveau-là, on peut être inquiet. J'ai l'impression de revivre un petit peu ce qu'on avait vécu avec Bielsa, c'est-à-dire que on sent qu'à chaque moment du match, on est capable d'aller marquer un but. Par contre, il faudra toujours essayer de marquer un but de plus que l'adversaire. Bon, je sais, ça fait un peu phrase bateau, mais Ah, mais c'est la mentalité de Sampaoli qui était la même d'ailleurs à l'époque de Bielsa. Bielsa s'en battait, il te le disait qu'il s'en foutait de se prendre deux trois buts tant que nous on procurait le jeu qui était prôné par Bielsa et que derrière il y avait une victoire au bout. Tu vois? voilà, c'est ça, hein, c'est ça. Donc, C'est ça. il cherche Sampaoli comme Bielsa. J'ai l'impression qu'il cherche du début à la fin du match le déséquilibre offensif, même défensif. Mm. Ce que moi je comprends pas forcément pour le moment, c'est pourquoi à 2-0, il continue et il persiste à jouer le 1 contre 1 défensivement, en laissant C'est pas vraiment des Domenech boulots. Sampaoli, le mec qui va pas fermer, hein. Non, non, c'est sûr, mais il y a quand même peut-être un juste milieu à trouver, peut-être. Après voilà, ce qu'il a dit, c'est peut-être aussi des trous d'air, c'est peut-être juste une histoire mentale. Après, il faut pas l'oublier, c'est quand même une toute nouvelle équipe, hein. On a quand même 8 nouveaux joueurs, 11 joueurs qui sont partis. Il Et faut notamment en peut-être aussi défense. voilà, et peut-être qu'il nous faut un peu de temps pour que la mayonnaise prenne. Après, la bonne nouvelle, c'est que Paul Lirola normalement aussi devrait arriver très prochainement, même si je pense pas qu'il s'agit d'être très juste pour le match contre Nice. Mais voilà, c'est vraiment peut-être avec ce type de profil-là, vraiment beaucoup plus latéral, qui est capable de couvrir de grands espaces dans son dos. Mm. Peut-être c'est la clé, c'est ce qu'on dit un peu nous, c'est ce qu'on se dit un peu entre nous à la commanderie, pour essayer un peu de se rassurer de un. Et puis bon voilà, on connaît Lirola, on connaît aussi ses qualités. Et moi en tout cas perso, je pense que c'est peut-être le facteur clé dans cet effectif qui manquait côté droit pour justement pallier à ces gros déséquilibres. Tu parlais de Après, le déséquilibre dans la déséquilibre. défense. Il y a un absent sur suspension aussi quand même dimanche qui va peser sur la déjà relative fragilité de la défense marseillaise. Là, vous arrivez en plus quand même assez démunis. Alors ouais, Balerdi absent, donc C'est pas une pour moi, perte, ça, putain. voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas forcément une grosse perte puisqu'il va être comblé par Alvaro. Balerdi, on le sait, c'est un carton rouge quasiment tous les 4 ou 5 matchs. En fait, nous, on compte comme ça. Il a joué 4 matchs, donc forcément, le prochain, il va prendre le rouge. D'accord, bon. Donc là, voilà, il est absent, donc on sait qu'il ne le prendra pas contre Nice. Donc, non, c'est pas forcément, à mes yeux, hein, c'est pas forcément ultra handicapant pour ce match. Par contre, c'est vrai que, en tout cas, je crains beaucoup l'attaque niçoise, hein. Moi, j'ai vu la deuxième mi-temps contre Lille, d'ailleurs, de Nice. Ça a l'air quand même très. Je sais pas, c'est vrai que Galtier, il a quand même ce côté un peu magicien. Lui, c'est pareil, il vient d'arriver,
il n'a pas non plus en plus forcément un effectif bouclé. Et le match contre Lille, tactiquement et même offensivement, j'ai trouvé Minguiri, on connaît. Dolberg qui était bien placé a priori en première mi-temps. On sait que ça peut aller aussi très très vite de votre côté. Donc certes, Balerdi absent, c'est pas forcément, même s'il avait été là, je veux dire, ça aurait été quand même un match très très compliqué à jouer. On s'attend à vraiment un très 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 beau match. En tout cas, je l'espère. Hein. Galtier, il n'est pas connu non plus pour fermer. C'est surtout qu'il y a un problème à Marseille au niveau de l'attaque. C'est que pour l'instant, il n'y a toujours pas. Il n'y a toujours pas eu Milik et tout. Ouais, voilà. Et c'est Payet qui. On sait que tu adores le joueur en plus, hein, Brice. Putain, ouais. Je vais rien dire là-dessus. Entre Payet et Drogba, tu préfères qui d'ailleurs? Ah, bonne question. Tu veux que je te dise un truc? Je préfère Payet. Oh, oula, la vache. Ah oui. Ah non. Moi, Drogba, D'accord. Okay. Je vais rien dire parce que s'il y a des enfants de moins de 18 ans qui changeons de sujet, tu vas faire un ulcère là. Donc oui, tu disais, il y a problème ça peut durer 2 heures ou voilà. Pas de numéro 9, mais quand même, les ailiers, c'est peut-être la plus grosse qualité de l'Olympique de Marseille sur ce début de saison. Et à l'inverse, de la Fuente. Voilà, à l'inverse, l'OGC Nice a peut-être une petite difficulté sur ses postes de latéraux. Ouais, oui, c'est vrai. Contre, Nice a ce que Marseille n'a pas, c'est-à-dire qu'ils ont pour le moment une doublette de milieu qui est Lemina et Rosario. Et je peux te dire que les joueurs un peu comme Gerson, comme Camara ou même Gay, ça va leur faire très très mal. Hein. Ça, c'est, je pense que si Nice arrive à tenir le milieu, je pense qu'il peut y avoir une victoire niçoise, réellement. Tout va partir de... Si tu arrives à cadrer Gerson, tu n'auras pas forcément de ballon, parce que Gerson apporte beaucoup de danger. Il est un peu critiqué ces derniers temps, mais en même temps, il n'y a que 2 matchs, mais je trouve ça un peu con, mais Gerson apporte beaucoup, arrive à bien casser les lignes et tout. Si tu arrives à maintenir avec un Lemina Rosario, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que tu peux gagner le match facilement. Après, moi, pour revenir sur ce que tu disais, Sky, c'est vrai que le fait pour moi, hein, là, au-delà des grands espaces, des boulevards qu'on laisse dans le dos des latéraux, c'est l'absence pour le moment d'un vrai avant-centre. Donc de 1, puisque Payet ne joue pas son poste de prédilection, et qu'on l'aime bien, qu'on le veuille ou non, Payet, c'est notre meilleur joueur. Et on ne peut pas chercher midi à 14h de toute façon. T'es sérieux là? C'est Enrique, futur Ballon d'Or, t'en bats les couilles, toi. Et attends, laisse-le grandir. Là. On vient de lui enlever le biberon, là. Il est 11h15. Laisse-le, tranquille, grandit. Tu sais que moi, je suis comme toi, j'ai énormément d'espoir sur ce joueur. Ouais, c'est vrai. Mais là, à l'heure où on parle... Non, à terme, c'est Payet qui tient l'équipe, oui. Voilà, il faut être lucide, hein, qu'on aime bien ou qu'on l'aime pas. C'est vrai que c'est Payet le vrai leader actuel de cette équipe, technique, même au niveau de la mentalité, puisque c'est lui à chaque fois qui arrive à revenir et puis à lancer l'équipe. Mais c'est vraiment le fait justement d'avoir Payet en 9, donc déjà, c'est pas du tout un point de fixation. Donc malheureusement, avec les qualités de notre équipe, comme avec Conrad de la Fuente, Under qui vont très très vite, qui arrivent à chaque match à faire des différences sur leur côté face à leur défenseur direct. On les voit souvent lever la tête, mais il n'y a personne au centre. Puisque on ne va pas demander à Payet de rester au point de pénalty, ce n'est pas son jeu. Et en plus, on se prive de Payet à son meilleur poste. Au cœur du jeu. En appui, voilà, exactement. En appui de l'attaquant, au cœur du jeu. Donc j'ai vraiment une hâte, c'est d'avoir Milik qui sera là pour récupérer les centres de Under et de Conrad, pardon. Parce que les gars, on le voit, hein, à chaque match, c'est 4-5 fois. Il déborde. Ça passe tout le temps. Il y a tout le temps des centres qui arrivent en retrait. Mais il manque vraiment cette finition. Et je pense que c'est à ce moment-là où là, nous, on fera vraiment très, très mal. Si on a Milik qui revient à son niveau et qui soit bien placé, voilà, pour mettre le plat du pied, la tête qui va bien, pour terminer les actions. Voilà, justement, ça risque d'aller très vite sur les côtés, j'y pense quand tu le dis. Si jamais Christophe Galtier aligne, comme c'est probablement pressenti, Hassan Camara et Youssef Attal, tu leur mets Under et De La Fuente en face. C'est-à-dire, ça va être tu vas voir la finale du 100 mètres en fait à l'Alliance Riviera. C'est vrai que ça va être très très. Ça va être de beaux duels.
comme on disait, hein, c'est vrai que ça va être un très beau match pour les deux équipes. Ça va être vraiment l'occasion de jauger nos clubs là en ce début de saison. Un vrai test, je pense, pour nous, bon, pour vous aussi également, je le pense. Hein. Donc, c'est vrai qu'un peu hâte d'être dimanche, de voir un peu comment Sampaoli va répondre à Galtier. Ça va être un match aussi tactique, technique, bien sûr, puisqu'on va avoir des très très beaux joueurs sur la pelouse, très rapides aussi, mais surtout tactique. Hein. J'ai hâte de voir ce que nous proposent les deux coachs d'ailleurs. Ça va être quelque chose de fort, je pense. En espérant que Galtier, là, il ait un peu son vaudou en panne, parce que avec le dernier match à Lille, là, il a fait mal. Hein. Je pense qu'il a remis vraiment la dynamique. En fait, tu as beau avoir le même nombre de points et une déception partout hein, sur ces deux premiers matchs, vous Bordeaux, nous Reims. Mais en fait, le sens des performances, vous êtes pris le coup sur la tête face à Bordeaux et nous, on a fait ce match incroyable à Lille. Donc, tu as peut-être aussi un peu l'ascendant psychologique, même si on sait que dans un derby, au final, c'est quand même un peu remis à zéro. Moi, j'avais une dernière question. Est-ce que, du coup, c'est William Saliba, l'ancien de la maison, éphémère ancien, mais ancien quand même, qui a choisi l'Olympique de Marseille cette saison. C'est assez tôt dans la saison pour que tu m'en fasses une analyse détaillée, mais qu'est-ce que tu penses de ses premières performances à la tête de la défense de l'Olympique de Marseille? Bah écoute, moi je le sens plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment un joueur qui a quand même beaucoup de prestance. Il a l'air très calme. Donc ça, moi, c'est un profil pour le moment que j'apprécie beaucoup. Contrairement à Balerdi, il a l'air vraiment un peu plus serein et plus calme un peu. Hein. C'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment au niveau de la sérénité. Je le trouve assez mature pour son âge, dans son placement, dans son comportement. Après, voilà, comme tu l'as dit, il est un peu trop tôt pour juger. On pourra le juger, je pense, d'ici une petite dizaine de matchs. Mais j'ai l'impression quand même que c'est une bonne pioche de la part de nos dirigeants. Peut-être une belle perte aussi pour vous. Je le souhaite en tout cas. Ouais, c'est un joueur d'avenir. Je pense qu'on va vraiment compter sur lui, en tout cas dans le foot français à l'avenir. Maintenant, on va voir. Marseille, ça va être un très bon test pour lui. Est-ce qu'il va être capable de gérer justement une pression comme à Marseille? Peut-être un peu plus fort d'ailleurs qu'à Nice, je le pense. Arsenal aussi, peut-être. En tout cas, une pression différente, on va dire. Oui, parce qu'à Arsenal, il n'était pas titulaire indiscutable comme il a pu l'être à Nice et à Marseille, par exemple. Donc, c'est sûr que la pression pour lui était moindre, je pense. Hormis la pression du prix du transfert, voilà, c'était quand même plus facile, quoi. Après, avec toutes les arrivées qu'il y a eu et tout, toi, en tant que supporter marseillais, tu attends quoi de cette saison et de ce match-là? Tu t'attends vraiment à faire partie du top 5 comme le veut Nice ou tu préfères tout miser sur la Coupe d'Europe? Non, moi je pense qu'on est quand même sur une année de reconstruction. On nous connaît, hein, les Marseillais, on s'emballe très vite. Après le match à Montpellier, on se voyait champion. Moi j'étais sûr qu'on serait champion à la 94e minute à Montpellier, faut être honnête. Non, plus sérieusement, ce que j'attends, moi, voilà, on le sait, il faut être quand même assez lucide. On sait ce qu'on vient de vivre avec les années Garcia. On en sort à peine, c'était assez compliqué. On a eu aussi l'année dernière une saison très, 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 très difficile avec AVB. Donc, non, moi, je suis plutôt... Allez, si on est dans le top... Alors, top 5, peut-être pas. Top 5, allez, top 5, je signe, même si j'espère vraiment, vraiment, vraiment retrouver la Ligue des Champions. Le top 3, je pense qu'on peut quand même essayer de le viser, puisque je sais pas qu'on est exceptionnel, mais je trouve pas non plus que toutes les équipes de Ligue 1 soient foncièrement plus prêtes que nous. Énormément d'équipes sont en reconstruction. Je pense à Lille, je pense à Lyon, je pense à Monaco aussi, même si c'est pas vraiment de la reconstruction. Monaco, c'est pas non plus une assurance tout risque. Donc, ouais, le top 3, top 4, moi, c'est vraiment mon ambition. Et après, la Coupe d'Europe, au niveau de l'Europa League, bon, on va dire que c'est du plus, c'est du bonus. On peut compter, je pense, sur le coach aussi pour la jouer à 100%. Donc, ça nous changera aussi. Oui, des entraîneurs qui t'envoient les équipes réserves pour jouer l'Europa League. Ça, bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mais ouais. Ça, c'est un autre débat, d'ailleurs, qu'on peut ouvrir à l'échelle nationale. Hein, donc, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, et après, ça se voilà. Bon, bref.
Ouais. Et puis, alors, et pour terminer, voilà, finir devant Lyon, ce serait aussi déjà une petite victoire quand on arrive. Pour nos amis du Gone Olympique, s'ils nous écoutent d'ailleurs. C'est ça. Et oui, Voilà, oui. c'est Eux aussi... aussi, c'est la famille. Bon, des objectifs assez similaires à ceux de l'OGC De Nice, ouais. finalement, et on en parlait dans notre dernière émission. Tu as un peu ce pool de 6-7 équipes. Bon, allez, on va enlever le PSG, donc on va dire 5-6 équipes derrière Paris qui visent un peu tout entre la 2e et la 7e place, en fait, avec certains qui ont plus de chances que d'autres. Mais tu vois, tu as une équipe comme Rennes et comme Nice qui font des lourds investissements cet été pour espérer franchir ce cap de dépasser la 5e, 6e place. Et si tu as une défaillance d'une équipe comme Marseille ou comme Lyon qui pourrait même en profiter pour choper une place sur le podium, mais voilà, on va voir. Et effectivement, le match de dimanche sera peut-être une première indication de cette tendance et l'occasion de prendre des points, parce qu'on sait qu'il y a des équipes, notamment, on parlait de Lyon, Fessal, qui a du mal à démarrer la saison. Donc si tu commences à avoir 3, 4, 6 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais, ben, c'est des points que tu n'auras plus à prendre après en fin de saison, quand ils se seront peut-être réveillés. Donc c'est d'autant plus important, autant prendre déjà l'avance tout de suite, surtout dans votre cas où il y a la Coupe d'Europe, effectivement, qui risque de faire perdre un peu quelques points ou quelques plumes, tout du moins. Je vous propose de passer au pari, du coup, hein. C'est un peu avancé sur ce qu'on voyait, mais parlons chiffres, parlons argent. Du coup, on vous propose donc le traditionnel pari sur le 1N2, un buteur et un fun bet. Je vais commencer. Pour moi, je vois un match nul coté à 3,35 en moyenne sur les sites de paris sportifs, pour 2 raisons. Déjà, je pense que par rapport au début de saison des deux équipes, c'est logique. Et ensuite, on m'a interdit de parier sur Nice parce que je suis un authentique chat noir. Donc, ça sera le match nul. Voilà. Et moi, je te suis sur le match nul, non pas parce qu'on m'a interdit de faire des théories déjà, mais putain, quel pays de dictature, je te jure. Non, mais match nul parce que je pense qu'il y a des carences des deux côtés. Et le match nul va servir, je pense, à tout le monde. Donc, je vois très bien le match nul, pareil, 3,35. Et toi, Fessal ? Alors moi, je suis un éternel optimiste, donc je vois une victoire marseillaise à Nice. Alors la victoire marseillaise est cotée 2,60. À 2,60. L'OM favori d'ailleurs, d'après les bookmakers, en moyenne, pas de beaucoup, hein, mais malgré tout, les parieurs privilégient une victoire de l'OM pour l'instant. Voilà, donc moi je vois bien. Par contre, je vois vraiment beaucoup de buts dans ce match-là. Et un buteur, du coup, tant que tu as la main. Alors, un buteur, je vois Payet, qui est vraiment on fire en ce moment. Il est au four et au moulin. Tu me dégoûtes, Fessal. L'année dernière, Sky, pour info, j'ai placé une cote à 28 C'est propre. sur le podcast avec un doublé de Payet. Donc on m'avait répondu de la sorte, comme vient de le faire Brice, avec beaucoup de condescendance en direct. Mais tu avais raison. Dans le podcast. Et ce pari est passé, donc. Bon, on espère que tu pourras pas trop te montrer condescendant du coup la semaine prochaine et que ça ne passe pas. Le but de Dimitri Payet, est coté à 3,12 en moyenne. Alors sachez que si vous voyez une Cadillac blanche et bleue sur la promenade des Anglais, c'est Fessal qui sort sa Cadillac dès qu'il gagne les paris sportifs. Il sort sa Cadillac. Voilà. Et je viendrai me la raconter sur la promenade. Et en pari fun, je vois, comme je disais, je vois vraiment un gros score. Donc pas forcément... allez, je vois un 3-2. 3-2 pour l'Olympique de Marseille. Le 3-2, c'est 28. Du coup, en plus, une cote qui t'a déjà porté chance. Donc, c'est une cote que je connais bien. Je vois vraiment un match où ça va jouer. Je pense qu'il n'y a aucun des deux coachs qui est, comme le dit Brice, à la Eli Bop ou à la Raymond Domenech. Donc, je vois bien un petit 3-2 pour nous, avec vraiment un match très intéressant des deux équipes, en espérant que de voir. Je pense que nous, ce qu'on aimerait, je pense que vous aussi, c'est vraiment voir une opposition de haut niveau et de voir qu'en tout cas, on est capable de répondre à une équipe comme Nice, bien organisée comme les équipes de Galtier historiquement. Ça va vraiment être un très 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 bon test pour nous en tout cas. Et voilà, petit 3-2, petite victoire facile, pas facile mais tranquille, qui nous fera du bien pour la suite du championnat. Voilà, exactement. Et puis pour cette petite suprématie du Sud-Est, du Grand Sud-Est.
Brice, un buteur de ton côté. Donc on se doute que tu vas parler sur Kasper Dolberg. Non, j'ai pas envie. Non, je vois Youssef Attal, côté à 8,25. Ok, très bien. Bon, moi, effectivement, c'est Kasper Dolberg côté à 2,88 parce que l'originalité. mais il est en feu quand même sur ce dernier match. T'as envie de lui faire confiance et puis voilà. On verra bien. On en parlera de toute façon dans notre débrief. On tâchera de lui rendre justice. Et pour le funbet, du coup, quelle cote un peu folle tu vas nous proposer? Je vois un 3-3 côté à 60. Ah oui, quand même. Ouais, 60, pardon. Ouais. Voilà. Ok. Tu veux ta Cadillac aussi, toi Qui est malade. Qui Cadillac. Moi, c'est un yacht, frère. Moi. Ah, c'est vrai que t'as 60, là, tu peux te permettre. Là. Ah, quand t'as 60, je peux me permettre. Je mets 10 € dessus. Ok. Non, c'est pas terrible le yacht. Hein. Le canoë. Tu peux faire un tour en yacht. Voilà. Ouais. Tu peux le booker pour 10 minutes. Voilà. Moi, ce sera je vais louer je vais louer la bouée licorne de Badagou. Je crois que t'as pas les moyens non plus pour ça. Écoute. Pour moi, ce sera le 2 partout côté à 11. Putain, franchement, quand je vois la différence entre 11 et 60 là pour le 2-2-3-3, t'as vu ça un peu je suis à deux doigts de lâcher un 4-4 à 101 du coup, tu vois. Non, ça sera le 2 partout côté à 11. Si on va sur Unibet, qui est le partenaire officiel maintenant de l'OGC Nice, je suis dessus. Le 4-4 est coté à 200, les amis. Ah, ben écoute, peut-être. Bon, j'ai pas d'argent à perdre, malheureusement. Mais vos chèques vacances là-dessus, voilà, les gars. C'est ça. Voilà. S'ils prennent la carte ticket resto, je peux tenter une dingue. Oh là là. Voilà. Messieurs, je vous remercie de votre participation à cette émission. On a un peu fait chauffer l'ambiance pour le derby du coup de la Méditerranée, le derby du Sud-Est qui aura lieu dimanche soir à 20h45. Je pense qu'on a hâte des deux côtés. C'est assez rare, bon, certes parce que c'était le début de la saison, mais on n'a pas trop eu l'occasion d'avoir un derby aussi enthousiasmant ces dernières saisons. Moi, je pense que franchement, ça remonte à quelques années. On espère que ça se passera aussi bien que la saison dernière où l'OGC Nice avait gagné 3-0, probablement son meilleur match de la saison d'ailleurs, une masterclass de Pep Urcea. Maintenant, on verra, c'est une autre histoire, d'autres joueurs, un autre coach sur le banc, mais on a tout ça d'y être, Marseillais comme Niçois. Messieurs, je vous souhaite un bon week-end. D'ici là, un bon match également. On réglera nos comptes la semaine prochaine. Et d'ici là, Issa Nissa.